Ceci, c'est le plan un peu de la séance. Je vais faire un tout petit rappel vraiment très très court sur la maladie Covid. C'est vraiment 2 slides, 2 diapositives. La partie suivante, on va parler de l'immunité, des vaccinations et du suivi post-vaccination. Et puis ensuite, se développer un petit peu plus sur les nouveaux vaccins ARN messagers, qui sont les premiers vaccins utilisés actuellement et qui sont une nouvelle technologie qui n'était pas connue ou pas utilisée avant en pratique, en tout cas à large échelle. Ceci, c'est quand même important de rappeler cette diapositive qui montre que lorsqu'on est infecté par le virus, il y a une période où on est asymptomatique. Ici, c'est cette période qui est de quelques jours, enfin, c'est marqué de 5 à 0 jours, mais enfin, il y a quelques jours où on est asymptomatique et on peut quand même être assez fort contagieux. Et lorsqu'on commence à avoir les premiers symptômes grippaux ou autres, la contagion est importante. Et chez la plupart des personnes, après 8-10 jours, la maladie passe comme une bonne grippe, ou parfois pas grand-chose. Et à ce moment-là, la sécrétion de virus disparaît. Et c'est pour ça que l'on dit qu'après 7 jours depuis le début de la maladie, ou 10 jours en tout cas, ou au maximum 14, on n'est plus contagieux. Et c'est ainsi que sont déterminées les périodes de quarantaine. À ce moment-là, chez un certain nombre de personnes, il peut y avoir des maladies qui deviennent sérieuses, qui vous amènent à l'hôpital, avec des sensations d'essoufflement, des détresses respiratoires aiguës, et éventuellement une maladie critique, donc qui vous amène peut-être en service de réanimation. En général, cette partie plus grave, ou le fait de se retrouver en réanimation, ce n'est plus vraiment dû au virus, mais c'est dû aux conséquences de l'infection, et d'après ce que l'on sait, parce qu'on a appris progressivement sur cette maladie, c'est dû à une réaction hyper-inflammatoire de l'organisme, où l'immunité qui se déclenche contre le virus prend des proportions exagérées, à tel point que cela entraîne des lésions au niveau pulmonaire, vasculaire, à différents niveaux, et qui mettent très longtemps pour se guérir. Donc ici, c'est un petit graphique qui montre la mortalité en Belgique sur l'année 2020. Donc il faut savoir que chaque jour en Belgique décèdent en moyenne 300 personnes. Bon, c'est le rythme de base. Et évidemment, dans votre journal télévisé, on n'a pas en 2019 et 2018, aujourd'hui il y a 300 personnes qui sont décédées. Hier c'était 270, enfin, et demain, aujourd'hui c'était bizarre, c'était 350. Donc il faut savoir que chaque année, normalement, il y a 300 personnes qui meurent tous les jours. Il y a eu une surmortalité en 2020, on le sait après un an, et la moyenne des décès était de plus ou moins 350 personnes décédées par jour, c'est-à-dire un surcroît de décès de plus ou moins 17 000 personnes. Les personnes qui ont été atteintes par la maladie, c'était des personnes de plus de 65 ans ou de plus de 80 ans essentiellement. Chez les jeunes, la mortalité était beaucoup plus faible ou quasi nulle. Ici, on voit dans la courbe, les différentes courbes, les bleus foncés, bleu clair, vert, c'est les moyennes des autres années. Ici, on a la surmortalité qui a été due à la première vague. Et puis, novembre, décembre, la surmortalité due à la seconde vague. Le petit pic ici, c'est une surmortalité qui est liée à une période de canicule qui s'est passé au mois d'août. Ici, c'est un tout petit rappel de ce que c'est l'immunité. Donc, tous les êtres vivants, que ce soit les mammifères, que ce soit les végétaux, ont des systèmes de défense contre les agressions extérieures, et c'est ce qu'on appelle l'immunité. Ce sont des mécanismes vraiment très très complexes qui font intervenir différentes réactions cellulaires, enzymatiques complexes que je ne pourrais pas vous décrire parce que ce n'est pas ma spécialité. Mais enfin, le but, c'est d'éliminer les agresseurs extérieurs
qui peuvent être un corps étranger, un virus, une bactérie. Disons, en gros, on peut distinguer deux types d'agents d'immunité qui sont importants chez le mammifère. Il y a l'immunité humorale, c'est-à-dire que certaines cellules fabriquent des anticorps que l'on retrouve dans le sang. Donc ces anticorps sont des substances, des protéines particulières qui se fixent sur l'agresseur, le virus ou la bactérie, et qui permettent au système immunitaire d'agir et de détruire l'agresseur. Donc, on peut mesurer cette immunité humorale en mesurant des anticorps qui sont présents dans le sang. Il y a deux types d'anticorps. Lorsqu'on a une infection aiguë, on trouve des anticorps de type IgM. Ça dépend des infections des maladies, mais on les trouve en début de la maladie, et ces anticorps IgM disparaissent après quelques semaines ou l'un ou l'autre mois. Il y a d'autres anticorps, des anticorps IgG, qui eux persistent beaucoup plus longtemps, mais qui ont quand même tendance à diminuer. Donc, si vous avez fait, certaines personnes ont fait une maladie Covid, et votre médecin a peut-être demandé à chercher les anticorps. Donc, ces anticorps montrent que vous avez une infection et peuvent donner un certain niveau de votre immunité. Seulement, les anticorps ne sont pas la seule mesure de l'immunité, c'est une des mesures de l'immunité. Et certaines personnes qui n'auraient pas beaucoup d'anticorps peuvent quand même se défendre, ont une immunité contre l'agent infectieux. Donc ça, c'est l'immunité humorale. Le deuxième type d'immunité, c'est une immunité qu'on dit cellulaire. Donc il existe des cellules mémoire qui ont emmagasiné la possibilité de se réactiver en cas de nouvelle infection, et qui permettent de remettre le système immunitaire en route. Donc ceci veut dire que certaines personnes chez qui on ne trouve pas d'anticorps dans le sang peuvent quand même se défendre et remettre leur immunité en route. Donc le fait de ne pas avoir d'anticorps dans le sang, ça ne veut pas dire que vous n'avez pas une immunité contre l'agent infectieux. Alors nous passons maintenant un petit peu aux vaccinations. En fait, les vaccinations, lorsque vous faites une maladie naturelle, comme la rougeole, les oreillons, des choses comme cela, votre organisme réagit et fabrique sa propre immunité. Pour éviter les dégâts dus aux maladies naturelles, petit à petit, on a fait des observations. On a observé que les gens qui avaient fait une maladie ne la faisaient pas une deuxième fois. Et on s'est dit, on va essayer de trouver un système pour provoquer cette immunité et protéger les gens. Donc c'est le système des vaccinations. Les vaccinations, c'est quelque chose de très très ancien, et il y a eu des progrès qui se sont faits petit à petit. Donc on a eu des premières recherches, des premiers vaccins contre la variole. Vous voyez les dates, contre la rage, Pasteur dans les années 1885, et puis il y a toute une série de vaccins qui se sont faits, le BCG contre la tuberculose, la polio en 1955 et 62. Ensuite, on a pu faire des vaccins contre la rougeole, les oreillons, la rubéole, papillomavirus, donc ça c'est pour protéger du cancer du col chez les jeunes filles, également chez les garçons maintenant, des vaccins contre les hépatites. Et le vaccin contre la grippe également, qui a été développé sous différentes formes. Évidemment, on peut se dire qu'on a oublié que ces vaccins ont apporté de très très grands progrès dans la santé publique. Bon, moi je suis né en 1953, et je me souviens, lorsque j'étais tout petit, on nous a amenés dans des classes, etc., pour faire les vaccinations contre la polio. Ça devait être du côté de 1962, parce qu'à ce moment-là, la polio donnait des infections importantes qui entraînaient des paralysies, surtout chez les jeunes enfants. Suite à cette vaccination qui a été faite dans toute la Belgique, et qui est d'ailleurs le seul vaccin obligatoire dans notre pays, donc la maladie a pu être contrôlée et a disparu, quasi complètement en tout cas. Mais dans mon cours de médecine, il y avait encore 2 jeunes filles qui étaient tout à fait déformées par les paralysies de la polio. Et donc c'est vraiment le fait d'avoir vacciné les gens sur une année ou 2 a permis d'éliminer cette maladie avec des très grands dégâts
moteur parce que les personnes étaient paralysées, parfois elles devaient aller en poumon d'acier, enfin c'était vraiment une très sale maladie évidemment. Maintenant, on est vacciné contre la polio, mais plus personne ne sait ce que c'est. Ici, c'est peut-être quand même vous dire un exemple que la vaccination, c'est quelque chose qui doit se faire d'une façon prolongée dans le temps, parce que, et l'exemple de la polio est un bon exemple, à partir du moment où on arrête de vacciner, et qu'on n'obtient plus cette espèce d'immunité collective qui empêche le virus de circuler, l'infection peut revenir. Et ça a été décrit dans le nord des Pays-Bas, où il y avait certaines communautés qui étaient opposées à la vaccination, qui ont laissé tomber la vaccination contre la polio. Après quelques années, on a de nouveau vu des paralysies chez les jeunes et une récidive d'infections et de dégâts dus à la polio. Il y a différents types de vaccins. Et ça, des progrès ont été faits au fil du temps, des années. Une des principales sortes de vaccins, c'est de prendre un virus vivant et qu'on rend atténué. On essaye de modifier le virus, donc il provoque l'infection, mais une infection atténuée qui ne donne plus de problèmes importants, mais qui permet d'avoir une immunité contre le virus sauvage. Bon, c'est le cas de la rougeole, par exemple. C'est un virus vivant atténué. Comme c'est un virus vivant atténué, il peut parfois y avoir des effets secondaires à ces vaccins. La rougeole est une maladie que j'ai faite aussi quand j'étais jeune, il n'y avait pas le vaccin. C'est une maladie qui, dans un certain pourcentage de cas, est quand même très très grave, avec des pneumonies, des encéphalites. Et je ne sais plus le chiffre exact, mais enfin, disons que si une encéphalite dans la rougeole, c'est peut-être 1 sur 1000 ou 1 sur 10 000, une encéphalite, soit avec le vaccin, ça peut arriver, mais c'est rarissime, c'est 1 sur 100 000. Donc, il peut y avoir des effets secondaires, mais il y a une balance de risque, et le risque du vaccin est infiniment moindre que le risque de la maladie. Je voudrais peut-être dire aussi quelque chose sur la rubéole. Donc la rubéole, on se dit, mais pourquoi vaccine-t-on contre la rubéole? C'est quand même une maladie tout à fait bénigne, on a 2-3 boutons, il ne se passe rien. Franchement, c'est pas la peine de se vacciner contre ce virus. En fait, si on vaccine tout le monde contre ce virus, c'est pour empêcher la circulation du virus, empêcher qu'une femme enceinte soit infectée, ce qui entraîne des malformations de l'enfant. Donc ici, c'est un exemple où, par la vaccination de toute la population, on cherche à protéger d'autres individus que vous. Parce que vous, personnellement, d'avoir la rubéole une fois que vous êtes enfant ou adulte, ça ne vous fera rien. Mais par contre, vous allez protéger d'autres personnes, vous allez protéger les bébés, des mamans qui pourraient faire l'infection durant leur grossesse. Les oreillons, bon, peut-être dire aussi, c'est que ce vaccin est ensemble, rougeole, rubéole, oreillon, ce sont un vaccin qui est groupé, qu'on fait vers l'âge de 1 an. Il faut également faire un rappel de ce vaccin. On faisait le rappel avant à 12 ans, maintenant on est en train d'avancer vers 7-8 ans, parce que on s'aperçoit que la population n'est plus globalement suffisamment protégée. Il faut savoir que les vaccins, comme le vaccin de la rougeole, ne marchent pas à 100%. Ça marche à 70%, 80%. Mais donc, il y a une partie des gens, même avec le vaccin, qui ne sont pas protégés. Donc, c'est important qu'une grande partie de la population des enfants soit vaccinée pour que le virus ne circule plus. Comme l'immunité diminue un peu avec le temps et qu'on a vu les réapparitions de rougeole et d'oreillon récemment, on a décidé de faire le rappel de vaccin un peu plus tôt, de le ramener vers 8 ans. Le rotavirus, c'est un vaccin vivant atténué que l'on prend par la bouche. C'est un vaccin contre des gastro-entérites, donc c'est un vaccin buvable. On peut passer à une autre sorte de vaccin, le tétanos. Le tétanos qui provoque une paralysie qui peut être mortelle. C'est une maladie qui, grâce à la vaccination, a également quasiment totalement disparu. Mais il peut quand même y avoir encore l'un ou l'autre cas par année qui se terminent en réanimation avec des gros problèmes. Le tétanos, c'est une toxine qui provoque la paralysie musculaire, et là, on parvient à protéger contre la maladie avec une toxine atténuée. D'autres vaccins utilisent des antigènes de surface, des morceaux de carrosserie extérieure du virus,
pour provoquer des anticorps et lutter contre l'infection. C'est le cas de l'hépatite B, de la grippe, du pneumocoque. Il y a alors des nouveaux vaccins qui sont aux études, mais qui sont proposés contre le Covid, les vaccins à vecteur viral. Donc là, c'est le vaccin AstraZeneca, qui est un vaccin comme ceci, et également le vaccin russe, donc Sputnik V. Donc dans ce vaccin-là, on utilise un virus bénin de rhume dans lequel on introduit du matériel génétique qui permet de fabriquer la protéine S du virus Covid. Donc, dernière sorte de vaccin récent, donc c'est le vaccin ARN messager. Donc ça, je vous en parlerai plus tard, je vous l'expliquerai. Il faut savoir que dans les vaccins, pour que l'immunité soit bien stimulée, on doit, dans beaucoup de vaccins, mettre des adjuvants et souvent de l'aluminium. C'est surtout pour les vaccins avec des antigènes de surface comme le pneumocoque, l'hépatite B, etc. Il y a eu beaucoup de discussions sur le rôle éventuellement toxique des adjuvants et de l'aluminium. Cependant, il y a peut-être des incertitudes à ce sujet, mais les quantités d'aluminium sont peu importantes et dans d'autres aliments, on en trouve de plus grandes quantités. Et c'est quand même des vaccins qui ont été utilisés pour des centaines de millions de vaccinations et on n'a quand même pas trouvé d'effets secondaires bien caractérisés. Il faut savoir aussi que certains vaccins, comme le vaccin de la grippe, contiennent des protéines de poulet. Pour la fabrication du vaccin, il nécessite des cultures de virus sur des embryons de poulet. Donc, des personnes qui seraient allergiques à ces protéines de poulet pourraient faire une réaction, ne pas supporter un vaccin. Un des avantages du vaccin ARN messager, c'est qu'il n'y a pas d'adjuvant et qu'il n'y a pas d'allergie, en tout cas au poulet. Il y a éventuellement des possibilités d'allergie à certains lipides qui sont contenus, mais ça je vous expliquerai un peu plus tard. Il y a donc deux buts principaux d'une campagne de vaccination. Le premier but, c'est la protection individuelle du sujet vacciné. Une fois que vous êtes vacciné, vous avez beaucoup moins de chances de faire la maladie, ou bien ce sera une maladie qui sera très atténuée. Mais il y a également un deuxième but très important, c'est la protection collective de la population. Si on veut empêcher la circulation du virus, il faut qu'une très grande proportion de la population soit vaccinée, 70, 80, 90%, enfin le plus possible. Et il faut également une persistance de la vaccination dans le temps, comme je vous l'avais expliqué, pour la réapparition de la polio si on arrête la vaccination. Lorsque une grande population est vaccinée, la circulation du virus s'arrête et ça permet une quasi-disparition de maladies comme la polio, la rougeole, les oreillons, des hépatites. C'est difficile d'éradiquer une maladie complètement, mais on y est quand même arrivé pour une maladie qui était très sérieuse, la variole. Donc la variole n'existe plus que dans des laboratoires où on a gardé quelques virus en réserve, mais disons, ça a été déclaré par l'OMS comme totalement disparu, et grâce à la vaccination du monde entier. Et personnellement, donc j'ai encore la petite cicatrice, mais dans les années vers 1978, on a arrêté la vaccination car la variole a été déclarée comme disparue dans le monde entier. Lorsque l'on fait un vaccin, il y a un suivi qui est très important. Donc les scientifiques ne sont pas des sorciers, ils ne connaissent pas l'avenir. On fait des études contrôlées, actuellement de préférence en double aveugle, ce qui veut dire que ni le malade ni le médecin sait s'il reçoit le médicament efficace ou un placebo ou un autre médicament avec lequel on veut comparer. Et puis après cela, on regarde les résultats. Donc les études contrôlées en double aveugle sur un grand nombre de personnes ont montré l'efficacité du vaccin et l'absence d'effets secondaires anormaux. Il y a toujours des petits effets secondaires au vaccin, c'est normal, puisque l'on veut stimuler l'immunité. C'est normal d'avoir un petit peu mal au bras, d'avoir éventuellement chez certaines personnes un peu de fièvre, un jour ou deux. Ce sont des choses normales et inévitables et qui, d'une certaine façon, montrent que ce vaccin est efficace et met le système immunitaire en route.
Cependant, comme tout nouveau médicament, l'apparition d'effets secondaires à plus long terme, ça doit être surveillé. Dans le cadre de la vaccination sur le Covid, il y aura une surveillance effective et qui sera organisée de façon très sérieuse, et la digitalisation nous aide pour faire cela. Donc, au niveau belge, toutes les vaccinations vont être encodées et les effets secondaires éventuels seront également encodés. Donc, il y a un système belge Vaccinet qui était au départ un système de la communauté flamande, mais qui a étendu à toute la Belgique, sur lequel toutes les vaccinations et leurs effets secondaires seront encodés. Il y a une chose qu'il faut bien savoir, c'est que un événement grave qui arrive après une vaccination, s'il y a quelqu'un qui décède, qui fait un infarctus ou qui devient fou, c'est pas nécessairement dû au vaccin. En effet, quand on vaccine un grand nombre de personnes, 100 000 personnes ou 1 million, et tous les jours, il y a des gens qui meurent, il y a plusieurs infarctus, il y a du diabète, il y en a qui deviennent fous. Et donc, c'est l'enregistrement qui permettra de voir si les effets secondaires anormaux apparaissent dans une fréquence qui n'est pas la normale. Je pense qu'actuellement, il y a une grande clarté, les informations circulent, ça va être enregistré et ce n'est pas possible de cacher des effets secondaires. S'il y a des effets secondaires qui apparaissent, ils seront répertoriés, ils seront connus et les États et les firmes vont avoir la réaction nécessaire. Donc ici, oui, quelques vaccins contre la maladie Covid. Donc il y a eu énormément de vaccins, je crois une 60aine, qui essayent de provoquer l'immunité contre la maladie par différentes méthodes. Et il y a des virus atténués, il y a donc les virus, comme je vous ai expliqué, par transport viral, les virus ARN messagers, ceux-ci ce sont les principaux. Il faut savoir aussi que lorsqu'un vaccin est fait, il y a des chercheurs qui s'associent avec une firme pharmaceutique. Cette firme pharmaceutique fait des études pour voir si le vaccin n'est pas toxique, voir s'il est efficace. Donc les études qui ont été faites, en tout cas pour le vaccin Pfizer et pour le vaccin Moderna, sont des études qui comprenaient 40 000 personnes, c'est-à-dire 20 000 personnes qui avaient le vaccin et 20 000 personnes qui recevaient de l'eau salée, ce qui sont quand même des populations très importantes. Souvent, lorsqu'on développe un vaccin habituel, les autres vaccins dont je vous ai décrit au début, ça prend plusieurs années, ça peut prendre 3 ans, 5 ans, 8 ans pour développer un vaccin. Parfois c'est difficile, comme les vaccins contre la malaria ou des choses pareilles. Mais c'est aussi parce que, et lorsqu'on accepte un vaccin, souvent une étude avec 3 000 ou 5 000 personnes est suffisante. Donc, il y a eu pour le vaccin de la Covid, les vaccins qui sont acceptés, il y a eu quand même des études très sérieuses qui ont été faites dans un timing plus rapide que d'habitude, mais ça je vous l'expliquerai un peu plus tard. Donc, lorsque la firme a fait ses études, a démontré que le vaccin avait une efficacité et qu'il n'avait pas d'effet secondaire, les études de la firme donc sont contrôlées par des agences gouvernementales. Donc, le CDC aux États-Unis, l'Agence des médicaments en Europe, l'EMA, il y a des agences anglaises, il y a des agences brésiliennes, enfin les pays ont leurs agences, ils contrôlent les études, ils vérifient que l'étude a été faite de façon sérieuse, et si c'est le cas, on donne l'autorisation de mise sur le marché. À ce moment-là, commence le suivi post-commercialisation, donc le suivi des effets secondaires éventuellement inconnus ou en fréquence anormale. Il faut savoir aussi que dans le cas de la vaccination contre la Covid et par exemple du vaccin Pfizer, les informations sont sorties au mois de décembre. Avant ça, on n'avait pas beaucoup d'informations. C'est parce que les études étaient plus au niveau de la firme et en cours d'examen par les agences gouvernementales. Lorsque l'agence américaine et l'agence européenne ont accepté le vaccin, à ce moment-là, toutes les informations sont devenues publiques. Et on a eu pu s'informer de façon plus complète. Bon, alors ça c'est la photo du virus. Donc dans ce virus-là, il y a du matériel génétique au milieu, c'est la spirale, où c'est de l'ARN du virus.
il y a une paroi avec différentes protéines de la paroi, et il y a les picots avec la glycoprotéine spike, protéine S, qui est la clé d'entrée du virus pour pénétrer dans nos cellules humaines, et c'est également la clé d'entrée, le point d'attaque du système immunitaire contre le virus. Lorsque cette nouvelle infection est apparue en Chine, grâce aux techniques de séquençage du matériel génétique qui sont toutes nouvelles, on a pu en un mois connaître la séquence génétique du virus et la composition des différentes protéines importantes qui le composent. Ce sont des progrès technologiques tout à fait colossaux et tout à fait récents. Il y a 10 ans, on n'aurait pas pu faire cela. On avait également une expérience, car il y a eu des infections contre le SRAS et d'autres coronavirus il y a quelques années, qui ont permis, des virus de même structure, et qui ont permis de voir qu'effectivement cette protéine des picots était très importante et était la clé d'entrée dans la cellule humaine. Il y a également donc d'autres protéines qui peuvent être utilisées par d'autres vaccins éventuellement pour se protéger, mais concentrons-nous sur la protéine S. Je vous ai fait un résumé ici un petit peu logique, sans faire des tas de schémas ou des explications trop compliquées sur les systèmes immunologiques qui existent, et que je ne saurais pas vous décrire de façon très précise parce que ce n'est pas ma spécialité. Mais enfin, le principe est le suivant. Donc, grâce aux techniques de codage de l'ARN, on a pu synthétiser, donc en laboratoire, l'ARN messager qui code pour la fabrication de la protéine spike. L'ARN messager, c'est une série d'acides ribonucléiques. Normalement, dans une cellule, les ARN messagers sont captés par un ribosome, c'est une usine de protéines. Le ribosome lit l'ARN messager et il en sort une protéine particulière. Le virus fonctionne comme ça, lui il n'a pas de noyau, il n'a pas de cytoplasme, donc il pénètre dans la cellule et il utilise le matériel de la cellule infectée pour se reproduire. Donc, lorsqu'un virus arrive, un virus Covid arrive dans une cellule, il pénètre dans la cellule, il libère ses ARN messagers, il fabrique toutes ces protéines spike, etc. pour refaire un autre virus, et puis il va infecter une autre cellule suivante et provoquer ces dégâts. Dans la vaccination, on a pu fabriquer en laboratoire cet ARN messager codant juste pour la protéine spike. Ce sont des choses très compliquées et pour arriver à ce résultat, ça a mis 10, 15 ans ou 20 ans même, parce que ce n'est pas facile à faire. Les ARN messagers sont fragiles, donc on a dû trouver des systèmes pour que cet ARN messager puisse être fait et puisse être un peu persistant. On a dû lui mettre un petit bonnet pour ne pas qu'il se fasse manger, des chaussettes pour ne pas qu'il se fasse manger par le bas. C'est toute une technique, ça n'a pas été si simple. Mais ce qu'il y a, c'est que lorsque nous avons eu l'infection à la Covid, ces techniques-là étaient déjà bien connues et étaient prêtes à être mises en œuvre. Pour pouvoir transporter ces ARN messagers qui sont très fragiles, on les stocke dans une petite bulle de graisse, toute petite, une nanobulle, qui est assez fragile, et c'est pour ça que ce vaccin est conservé au froid, un froid très important pour le vaccin Pfizer ou un peu moins important pour le vaccin Moderna. Donc, vous injectez le vaccin, donc cette petite bulle, dans le muscle, souvent c'est le muscle du bras, le deltoïde, il pénètre dans la cellule, et l'ARN messager synthétique va faire son travail, il se lie au ribosome, l'usine à protéines, et il fabrique des protéines spike virales. Mais il ne fabrique que cette protéine spike virale, juste celle-là. Tandis que le virus, lui, il fabrique tous les éléments de son virus. On fabrique juste le protéine spike. Ensuite, ces protéines sont représentées à la paroi de la cellule et sont reconnues comme du matériel étranger, et cela met le système immunitaire en route. À la fois pour l'immunité humorale, on trouve des anticorps, et pour une immunité cellulaire où il y a des cellules mémoire. Les ARN messagers sont fragiles, ils ne restent pas longtemps dans les cellules et dans le corps, ils sont rapidement détruits, je ne saurais pas vous dire en combien d'heures ou en combien de jours, mais ça ne reste pas longtemps.
et ils ne peuvent pas modifier le génome de la cellule hôte. Ils ne peuvent pas rentrer dans la cellule, se transformer en ADN et infecter la cellule. Ce sont certaines critiques de certaines personnes sur les réseaux sociaux estiment que cette technique est dangereuse parce qu'elle pourrait modifier le génome humain. Bon, toutes les études actuelles ne vont pas dans ce sens-là, car il n'y a pas d'enzymes qui permettent de transformer l'ARN messager en ADN, donc cela semble être une fake news. Alors, comment est-on parvenu à faire ce vaccin dans un délai si court, en moins d'une année? Il y a déjà certains éléments que je vous avais expliqués, donc les produits scientifiques et immunologiques. On avait déjà des cartes des virus, donc on a eu la carte en un mois. Il y avait déjà des techniques qui avaient étudiées dans les années précédentes. La protéine S qu'on a découvert, c'était l'antigène de choix, donc on savait déjà lors des épidémies précédentes de SRAS et de MERS, on savait déjà que c'était là qu'il fallait travailler. Ensuite, les équipes se sont mobilisées. L'information circule dans le monde entier à toute vitesse. Et les découvertes, ce sont les Chinois qui ont fait le séquençage du virus. Bon, ça passe dans les revues scientifiques, ça passe en Amérique, ça passe en Allemagne, ça passe partout. Donc, il y a dans notre monde actuel et dans le monde scientifique, donc les informations circulent vraiment très bien et cela permet d'accélérer les connaissances et les réalisations. Ensuite, vu l'importance du problème de santé publique, il y a une grosse mobilisation des États et des centres de recherche pour financer à la fois les firmes privées et les firmes publiques. Il y a également eu de très nombreux volontaires qui se sont présentés pour faire les études sur les vaccins, et c'est comme ça qu'on a pu recruter 40 000 personnes pour étudier le vaccin et voir son efficacité. On a comprimé des délais administratifs habituels, et il y a eu un article dans Le Soir il y a un mois, c'est une personne belge qui a été nommée par Trump pour faire la coordination et faire avancer le bazar pour les vaccins. Il donnait des exemples, par exemple, que l'armée américaine est intervenue également, et s'il leur fallait une machine spéciale en Allemagne, ils ont envoyé un avion. 36 heures après, la machine dont ils avaient besoin pour avancer leurs recherches était dans le labo aux États-Unis. Donc il s'est passé des choses qui ne se passent pas normalement d'habitude parce que tout le monde a mis ses énergies pour arriver à faire avancer la recherche et la fabrication de vaccins. Également, les firmes ont fait le pari de l'efficacité, c'est-à-dire que pendant qu'ils faisaient leurs études de phase 3 pour vérifier l'efficacité du vaccin, ils ont déjà commencé la fabrication du vaccin. Et donc, dès que les études étaient finies et qu'elles ont été acceptées par les agences gouvernementales, il y avait déjà du stock de vaccins qui était prêt à être utilisé. Donc, pour cela que ça a été si vite et de façon inhabituelle. Donc, le vaccin Pfizer, le premier, donc ça, vous avez peut-être lu que BioNTech, c'est un laboratoire en Allemagne avec des chercheurs d'origine turque qui travaillaient sur les ARN messagers et qui travaillent entre autres pour des traitements contre le cancer et qui se sont dit nos ARN messagers, ça c'est le bon système pour attaquer, faire un vaccin contre la Covid. Ils se sont associés avec Pfizer et ils ont gagné la course. C'est le premier vaccin qui est sorti. Ceci, c'est la courbe des 40 000 personnes de l'étude de phase 3 de Pfizer. Ça, ce sont tous les cas Covid, tous les petits carrés, c'est les cas Covid. Les cas en foncé, ce sont les cas Covid graves. Donc ça, ce sont dans les 20 000 qui ont reçu le placebo. Par contre, dans ceux qui ont reçu le vaccin, après déjà 10 jours, ou 14 en tout cas, la courbe s'aplatit. Et il y a quasi plus de cas Covid, en tout cas plus qu'un Covid un peu sérieux. Donc c'est sur cette base-là qu'on vous a dit que le vaccin Pfizer et le vaccin Moderna, c'est du même tonneau, est actif à 95%. Il y a une population qui a été testée ici, c'est écrit en petit, mais enfin il y a des hommes, des femmes, il y a eu des gens de plus ça n'a pas été qu'avec des jeunes, donc il y a eu des personnes de plus de 65 ans, c'est 21% de la population.
Donc, j'ai entendu aussi que, certaines personnes disaient que c'était honteux de vacciner les vieux parce qu'ils servaient de cobayes. Bon, on a quand même testé le vaccin chez des personnes d'un certain âge, personnes de plus de 55 ans, 42%, des personnes avec comorbidité, d'hypertension, du diabète, presque la moitié. Et sinon, il y avait des races asiatiques, des blancs américains, enfin des races africaines. Donc, ils ont fait des mélanges un peu pour avoir un peu de tout dans leur étude. Bon, sécurité, effets secondaires. Les effets secondaires un peu de tous les autres vaccins. Donc, il peut y avoir un peu de douleur, de gonflement local, parfois un peu de fièvre, des maux de tête, des myalgies, entre autres, comme le vaccin de la rougeole, par exemple, donne aussi un peu de fièvre, etc. Parfois, il y a un peu plus de réaction après la deuxième dose. Deuxième dose que j'ai reçue aujourd'hui. Enfin, pour le moment, ça va encore. C'est plutôt chez les jeunes qu'à la deuxième dose, on a un peu plus de réaction locale. Finalement, c'est le signe que leur immunité est meilleure. Bon, une personne de 95 ans, son immunité est sans doute un peu moins active et donc il réagirait moins au vaccin. Bon, ceci c'est une image des nanoparticules, donc des petites boules de graisse. Ça, ce sont les ARN messagers. Et il y a dans l'enveloppe du polyéthylène glycol. Et donc, ça pourrait arriver que certaines personnes qui seraient allergiques à ce lipide face à un choc anaphylactique, une allergie. Mais c'est quand même très très rare. Mais comme pour tous les vaccins, on conseille de rester en surveillance pendant 15 minutes et qu'on ait à disposition de l'adrénaline ou ce qu'il faut faire si jamais il y a une réaction allergique grave. Mais c'est une précaution qu'on fait avec tous les vaccins. Donc, ceci, c'est un peu la composition de la petite bulle de lipides. Il n'y a pas de chose bien spéciale. Ce qui pourrait provoquer l'allergie, c'est plutôt le polyéthylène glycol. Par rapport à d'autres vaccins, donc, il n'y a pas de protéines de poulet qui peuvent donner des allergies et il n'y a pas d'adjuvant non plus. Ceci, c'est les réactions graves d'hypersensibilité. 1 pour 1 million de doses. Et ici, donc ça, c'est pour les vaccins en général. 11 pour 1 million de doses. Enfin, c'est quand même très très rare. Ici, dans les vaccinations que nous avons fait, nous avons quand même vacciné ici à Arlon au moins 400 personnes. Il n'y a vraiment pas eu grand-chose. Deux petites éruptions et une chute de tension, mais enfin aucune réaction grave en tout cas. Alors ici, ça c'est des choses que vous connaissez peut-être. C'est la différence entre les deux vaccins qui sont actuellement sur le marché, Pfizer et Moderna. Le Pfizer doit être conservé très froid. Les deux sont à 21 jours d'intervalle pour l'un, à 28 jours pour l'autre. Donc, et les études ont été faites à partir de 16 ans pour Pfizer, à partir de 18 ans pour Moderna. Sinon, les vaccins sont assez semblables. Ils ont tous les deux une efficacité de plus de 94%. Et voilà, moi j'ai ici fini mon exposé. Il y a deux petites références Internet qui peuvent compléter si vous voulez pour votre information. Bon, combien de chatons seront tués par les vaccins en 2021? Ça dure 10 minutes, bon, enfin, ça peut être intéressant. Et l'autre site, c'est une comparaison du risque entre le risque de la maladie Covid et le risque de la vaccination. Lorsqu'on va voir là, on s'aperçoit évidemment que chez une personne de 70 ans ou avec des comorbidités, le risque de la maladie Covid est très très important et le risque de la vaccination, il est assez faible, mais donc la vaccination apporte énormément. Chez une personne jeune, le risque de la maladie Covid reste quand même nettement plus important que le risque du vaccin, mais une personne de plus de 80 ans, dans certains cas, on avait 20% de décès. Évidemment, chez une personne de 20 ans ou de 30 ans, il peut y avoir des décès, mais c'est des pourcentages très 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 faibles, bien sûr. Mais il ne faut pas réfléchir uniquement en termes de protection individuelle, il faut réfléchir en termes de protection de toute la population. C'est pour cela que la vaccination est importante pour les personnes âgées, mais également pour les personnes plus jeunes. Bien voilà, moi j'ai terminé mon exposé.